Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal? Est-ce ses ailes déployées ou la raison qui l'échappe? Il en va depuis toujours que l'homme est conditionné et que sa différence se fait dans sa simple présence dans le monde, comme jeté dans une existence qu'il ne maîtrise pas. Il lui incombe alors le devoir d'être spécial, d'élever sa condition en dignité et puis, plus que tout, en liberté. Pour cela, il est prêt à avancer en tout lieu et en toutes circonstances. Être un homme, c'est dans sa nature la plus profonde, être capable du pire comme du meilleur. Eren, どうして泣いてるの? Eren, あんたは男だろ。たまにはこらえてミカサを守ってみせな。 La quête de liberté, inhérente à l'homme, l'inscrit dans une existence qui, touchée d'une part d'infinité, le pousse à en vouloir toujours plus. Une volonté que l'animal, être fini, ne peut comprendre. Eren Yeager, petit garçon qui contemplait le ciel, se questionnait finalement sur ce qui faisait un homme. C'est dans tout le paradoxe de l'existence que l'enfant obtient la liberté sous le signe de l'animal. Dans un premier temps, il est fascinant de constater qu'Eren est en effet, comme nous le pensions, présent dans tous les oiseaux depuis le début du manga, contemplant le monde, embrassant sa dignité, tout en s'observant lui-même en cage. Ensuite, il est nécessaire de se demander pourquoi le message du mangaka implique une absence de bornes, tout comme il empêche l'homme d'être libre sans ouvrir ses ailes. Comme disait Aristote, l'homme n'est qu'un animal politique, et nous pouvons observer chez Isayama la volonté d'exprimer à la fois un paradoxe temporel que nous étudierons et un paradoxe éthique où la frontière entre l'homme et l'animal ne peut se définir qu'avec seulement 4, 3 ou aucun mur. Puisque, qu'est-ce qu'être un homme? Il serait naïf de penser que l'humain se détache par essence de l'animal par sa simple quête de liberté. Être un homme, c'est également assumer ses actes, faire face à leurs conséquences et par-dessus tout, être esclave de quelque chose et l'accepter. Ce qui fait un homme, c'est ainsi donc également sa capacité à exprimer à la fois la tendance opposée à l'égoïsme et l'inclinaison de soi vers une personne. Ce sentiment de bassesse et de piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Cette faiblesse qui lui fait juger sa vie comme inférieure, celle qui le fait pleurer, trembler et douter. Être un homme, c'est s'abandonner fièrement à l'amour et être suffisamment fort pour exprimer sa faiblesse. Cette force, Eren la trouve à la toute fin de son histoire, en acceptant enfin d'être un homme, en acceptant enfin d'être faible. Le petit garçon fier, irréfléchi et insensible disparaît, et l'homme, dans toute sa splendeur, naît. En exprimant ses sentiments, Eren n'aura jamais été autant homme qu'à cet instant, et nous livre ici un exemple formidable de virilité, à savoir l'expression du courage et le respect de soi. Car il en va de l'ingénu de penser que la dignité humaine définit entièrement sa condition et d'ignorer que les aveux de faiblesse constituent sa plus grande force. Cette force incommensurable qui inspire chez les enfants le dégoût, mais le respect chez l'homme. Cette force, c'est ce qui élève l'homme au sommet du monde. Et pour le comprendre, Eren sera passé par tous les stades évolutifs, jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre que ce n'est ni 15 mètres ni 100 mètres de haut qui le rapprocheront de la liberté. Ainsi, en embrassant la main d'Historia, Eren avait compris que cette force était si puissante qu'elle pouvait dévorer l'humain de l'intérieur, le rendre captif. Et c'est tout ce qui pouvait angoisser notre oiseau. Son voyage temporel instantané montra à Eren que l'humain pouvait subir l'amour et ne pas réussir à s'en libérer.
Comment le pourrait-il? C'est, nous l'avons vu, tout ce qui l'oppose à l'animal et est censé le rapprocher de la liberté. Mais dans un souci de réalisme, l'amour, c'est aussi l'abandon de soi pour quelqu'un qui ne nous le rendra jamais. Une peur terrible qui pousse l'enfant à rejeter cette faiblesse, à s'en moquer et à retarder sa virilité. なぜって二人はもうじゃないですか。よくわからないが、ヒッチには向いてないだとか、生きがるなだとか散々なじられたよ。挙句にこのまま憲兵にいればうまい汁が吸えるとか、少しは見直してたんだかな。見損なったって言ってやったよ。くそげ。マルロはバカなの？こいつはおかっぱ野郎ですね。なんだよ、マルロは間違ってないだろ。 Hajime Isayama déclara en interview pour le magazine officiel de l'anime quelque chose qui aujourd'hui prend tout son sens. Si Eren dit des choses bien admirables, il a un caractère très efféminé. C'est pourquoi j'ai toujours voulu inverser les rôles progressivement. J'aurais aimé qu'il se plaigne davantage d'être l'héroïne du manga, tandis que Mikasa en est devenu le héros. Ces inversions genrées tendent à définir l'attaque des titans comme une œuvre cosmopolite, où l'homme ne peut s'écrire qu'avec un grand H. Ce qui fait un homme, c'est la capacité d'être debout et de finir par terre, ou inversement. N'est homme que celui ou celle qui a connu tous les étages de la dignité, et cela qu'importe l'ordre. Cette virilité est incarnée alors depuis le début du manga par le personnage de Mikasa Ackerman, qui, prisonnière de ses sentiments, prouvera à Ymir que l'homme est capable de se libérer soi-même. Depuis 2000 ans, elle l'attendait et Eren, dans son abnégation, s'effaça à la fois de son histoire en incarnant les maux du monde et de notre lecture en octroyant le beau rôle à Mikasa, véritable métonymie de l'homme. Briser l'emprise, franchir le pas, trouver de l'aide, voilà tout ce qui fait un être humain. Tout cela implique alors un déterminisme terrible, retranscrit à travers la plus grande et choquante révélation du manga. En effet, le but d'Eren, après avoir embrassé Historia, n'aura été que de faire sourire la grande prêtresse, lui montrer qu'elle est libre et forte. Pour cela, Mikasa en est la clé, et Eren l'aura toujours portée autour du cou. Nous saisissons qu'absolument toute l'histoire du manga est conditionnée pour que Mikasa tue Eren tout en acceptant son amour en l'embrassant. Le tout devant l'œil obligatoire d'Ymir afin que cette dernière puisse avoir en 2000 ans de syndrome de Stockholm un exemple de rébellion et lever sa malédiction liée uniquement à son emprise pour le roi Fritz, uniquement à son amour. En se transformant en monstre, Eren permet à Mikasa de montrer à Ymir que l'amour véritable existe, celui de lâcher prise et laisser partir quelqu'un qu'on aime. Comme toute histoire, Ymir finit par tourner la page. Les titans n'existent plus et le chemin non plus. Mais pour arriver à cette fin, Eren dut voyager dans le temps pour s'assurer à travers le regard d'oiseaux multiples que tout se déroule comme prévu, expliquant les cases du chapitre 130. Toutes du point de vue d'Eren, nous comprenons pourquoi il volait à hauteur d'oiseau, qu'il contemplait Falco à travers cet aigle depuis le début, et qu'enfin, il n'était autre que celui qui poussa Dina à épargner Bertholdt. En effet, pour que tout se déroule comme prévu, pour qu'Eren devienne exécrable avec Mikasa, pour que celle-ci puisse sauver le monde, s'affranchir de son joug et le faire juste devant Ymir afin que cette dernière puisse témoigner de son humanité, toute l'histoire de l'attaque des titans devait se dérouler comme nous la connaissons. Le bébé d'Historia devait naître, autrement cette dernière devait manger Sig, et celui-ci n'aurait pas pu toucher Eren et donc déclencher le grand terrassement, afin que ce dernier se fasse tuer par Mikasa pour l'arrêter à tout prix. Tout est à sa place, et toute l'histoire est d'une cohérence fantastique. C'est la définition d'une histoire bien écrite, tant il ne pouvait tout simplement pas y en avoir plusieurs. Il ne pouvait y avoir qu'une seule réalité, et celle où Dina dévorait Bertholdt pour redevenir humaine ne pouvait exister, car Bertholdt devait être dévoré par Armin, pour que Armin survive et qu'il puisse sauver le monde. Ainsi, Eren est celui qui laissa ce fameux titan pénétrer les murs et commencer notre histoire. Un paradoxe temporel vertigineux qui implique qu'Eren avait besoin qu'Eren soit en colère. Pour exterminer tous les titans, il avait besoin de faire sourire une enfant. Et pour faire sourire cet enfant, il avait besoin de faire grincer les dents d'un autre. Et pour lui faire grincer les dents, il avait besoin de venger sa mère. Et pour venger sa mère, il avait tout simplement besoin de la tuer.
C'est ainsi que le chasseur livre son chant du cygne. À travers le chemin et grâce à tous les oiseaux qui l'habitent, Eren s'adresse à tous ses amis en leur accordant une dernière pause dans le chemin de l'existence. Pour Armin, cette pause intervient sur le bateau au chapitre 131 où à l'époque nous nous questionnions déjà sur la nature de cette mouette et son regard définitivement plus humain que tous les hommes. L'auteur parvient à retracer tout le manga à travers à la fois le découpage des planches et la plastique évolutive des deux jeunes hommes. Tous deux s'en vont réaliser le dernier objectif amorcé en début de récit, à savoir leur rêve, contempler le monde. Le héros, qui n'en avait que le nom, n'oublie pas d'affirmer sa part de folie en acceptant l'envie qui le poussait à redevenir enfant. Le chasseur qui contemplait une mer de nuages. Venger sa mère en exterminant 80% de l'humanité, contempler le monde avec son ami et ne plus être un oiseau en cage, Eren est en effet capable du meilleur comme du pire. Quel homme, s'exprime alors Reiner, qui comme tous ses amis a vécu son dernier entretien avec Eren et nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir témoigné de l'au revoir de ces deux éternels faux frères. Parce que liberté est le lot de chaque humain, Eren ne pouvait se permettre de laisser la mémoire à ses amis jusqu'au combat final. C'est pourquoi, après leur avoir montré ce qu'ils voulaient voir et leur avoir dit à travers de tristes vérités ce qu'ils voulaient entendre, Eren leur effaça la mémoire. Cependant, l'ancrage définitif du manga dans notre réalité, comme continuité logique à sa diégèse, veut que le devoir de mémoire reste la principale exigence de ses acteurs. Alors, et parce qu'il ne faut pas reproduire les erreurs du passé, la mémoire leur est retrouvée, et il leur incombe de partager le récit de leur existence. Alors, discutons, comme il y a 11 ans, lorsque déjà l'avenir du monde reposait sur les épaules d'un jeune garçon. Armin, あとはお前の判断に任せる。Qu'est-ce qui fait de nous un homme? Notre détermination, notre rêve, notre peur, notre haine, ou peut-être notre amour? Parce que le récit d'Hajime Isayama ne peut être borné, l'auteur aura offert à ses personnages toute la complexité de la race humaine et son inhérente méfiance. Parce qu'il est plus facile de tuer que de parler, c'est la main tendue que soldats comme guerriers redoutent. Ils n'ont jamais eu le choix, car la confiance a disparu depuis bien longtemps. Leitmotiv premier de Shingeki no Kyojin, la guerre, aura peint depuis le début l'homme en conflit avec le reste du monde comme avec lui-même. Des conflits qui ne s'arrêteront jamais même s'il n'existe plus qu'un seul être humain sur Terre. Seulement, ne voyez-vous pas la grandeur de sa plaidoirie et la beauté de son salut? En effet, c'est dans un discours humaniste qu'Hajime Isayama racontera au monde son histoire qui se termine sur ses personnages racontant leur histoire au monde. Présentant des vétérans de guerre plongés dans un siècle d'horreur, Levi Ackerman, véritable gueule cassée, aura existé et ne cessera de l'être. Peut-être l'avez-vous déjà croisé, l'avez-vous déjà entendu parler, enfilant le visage de vieux monsieur, parlant de la mort et de la peur, assis dans un fauteuil roulant, leur manquant un œil ou des doigts, racontant leur histoire et celle de leur ami qu'ils ont perdu dans une guerre inutile où la rédemption n'existait pas. Au final, il n'y eut que des perdants. Comme il y avait beaucoup de morts, on montait dessus pour traverser, on montait dessus pour aller à l'attaque. C'était terrible de voir une chose pareille. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il nous a dit pour un commandant. Vous êtes venus ici pour crever. Le 100 premiers mots. C'était beau, ça. C'était rassurant, ça. Alors, pour ne surtout pas reproduire les erreurs du passé et aller sans cesse de l'avant, il ne faut pas t'oublier, il faut parler. Oi. Omae. Maruko. ベルトルト、そこで止まれ。待ってくれ。まだちょっと話をしよう。話し合ってないじゃないか。 Car pour tous ceux qui n'ont pas eu le droit à la parole, pour ceux qui n'auront jamais su, pour les sacrifiés comme pour les meurtriers, les enfants sont à leur tour devenus adultes, et c'est à leur tour de transmettre leur histoire pour que les générations futures, sans même voir leurs yeux adopter des teintes améthystes, puissent savoir et faire leur devoir de mémoire. C'est à eux de raconter ce jour où l'adulte, alors qu'il pouvait frapper, déposa le couteau. Un apprentissage synthétisé dans une plastique intelligente où la vie succède à la mort, les deux portés dans des bras.
Comme un roi s'agenouillant devant un criminel ou une petite fille devant un meurtrier, lorsque deux ennemis deviennent amis, tout est possible, même la paix. Oui, je crois toujours en ce qui s'est passé ce jour-là, en ce miracle. Ainsi, Hajime Isayama offre une fin ouverte à son œuvre, continuité logique de son histoire où le cycle de la haine et de la vengeance ne peut être stoppé aussi facilement, comme les personnages, aussi charismatiques puissent tous être, ne pourront jamais échapper à leur obsession et au registre pathétique qui les accompagne. Cependant, et pour la première fois en 2000 ans, l'humanité ne fait qu'une, et pour la première fois en 110 ans, l'homme débarque au paradis, non pas pour lui déclarer la guerre, mais pour lui parler. Au final, dans une construction shonen dirons-nous marginale, ils auront tous été à leur tour spéciaux, et Hajime Isayama aura réussi son pari d'offrir une fin douce amère où Levi Ackerman, à qui les choix pesaient si lourds, en aura fait un bond ce jour-là, sur les toits de Shiganshina. Malgré la perte, il n'aura jamais cessé d'aimer et nous offre pour la toute première fois la chose la plus précieuse de son existence, la chose qu'il aura jusqu'à la toute fin refusé de nous montrer, ses larmes. Ainsi, Levi Ackerman, à qui le regard interdisait toute faiblesse et tristesse, peut dorénavant vivre sans regret. Car Armin Arlert, à qui le monde n'a eu cesse de l'appeler, aura réussi, aura été à la hauteur. Cela se voit dans ses yeux. Erwin, il porte ton regard, celui de l'espoir de l'humanité. Falco et Gabi, à qui l'enfance aura été la plus terrible des expériences, sont désormais adultes et ensemble représentent l'avenir de ce monde. Connie Springer, dont la famille est ce qu'il y a de plus important, va enfin pouvoir retrouver sa mère en n'oubliant jamais sa sœur jumelle. Peak Finger, à qui le bien et le bonheur de ses proches est une priorité, va pouvoir, grâce à la fin de la malédiction d'Ymir, retourner voir son père malade mais heureux pour vivre avec et après lui. あら、お久しぶりです、レオンハートさん。きっと娘さんも立派に。死んでねえよ。兄は生きてる。帰ってくると約束したんだ。 Annie Leonhardt, à qui la promesse est ce qu'il y a de plus précieux, aura tenu la sienne et sera rentrée chez son père. Rainer Braun, à qui le devoir est primordial, aura réussi le sien, sera allé jusqu'au bout de ses actes et en aura assumé pleinement les conséquences, non pas pour lui, mais pour sa mère. Historia, à qui l'enfance importe tant, aura réussi là où sa mère a échoué, aura suivi les conseils de Frida et pourra les transmettre à son enfant pour faire d'elle une gentille fille. Jean Kirstein, à qui la tranquillité sied à merveille, a enfin la possibilité de vivre simplement, se faire beau, arrangeant sa coiffure pour retrouver celle dont il est tombé amoureux depuis le premier jour et qui a aujourd'hui les cheveux longs. Mikasa Ackerman, à qui l'amour est indispensable pour vivre, portera à jamais dans son cœur comme autour du cou son premier amour, mais en trouvera un jour un autre. エレン、
どうして外に出たいんだ？知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。それにここで誰も続く人がいなかったら今までに死んだ人たちの命が無駄になる。そうか。Enfin, Eren Yeager, à qui la liberté est ce qu'il y a de plus précieux, s'envole et aura tenu toutes ses promesses. Celle de mettre un terme à 2000 ans de souffrance, de tuer absolument tous les titans, mais également de lui enrouler cette écharpe autant de fois qu'il le faudra. Personnification même des ailes de la liberté, Eren, par sa dernière action providentielle, laisse penser à Mikasa comme à nous lecteurs, qui essayons de nous réconforter dans le deuil, qu'il est devenu ce qu'il rêvait d'être. Un oiseau, le Yeager, oiseau marin de notre monde et inspiration première d'Hajime Isayama. Ce sera donc par une magnifique épanadiplose que l'attaque des titans se terminera comme et là où il a commencé. Et ce sera dans son dernier geste très biblique qu'Eren Yeager réalisera enfin son rêve. Là, sous cet arbre où il aimait tant se reposer. Là où au tout premier chapitre, son auteur aurait pensé à dessiner une croix, symbole funéraire qui sera 11 ans plus tard remplacé par un autre, par une tombe. Une pierre tombale où sera inscrit « Ici et pour toujours, repose en paix mon bien-aimé, mon chéri, année 854. La dernière page de ta vie a été dessinée et ton histoire est terminée. Merci Eren, dorénavant, tu es libre. » Ainsi se clore Shingeki no Kyojin, et nous, lecteurs, témoins du récit, pouvons et devons désormais le partager. Nous avons un rôle à jouer. C'est à nous, vivants et libres, d'appliquer son apprentissage, unique moyen de se rebeller contre ce monde, en remerciant son histoire de ne pas avoir fait de nous de simples spectateurs.お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。私は人類が生き残るため大きな可能性をつかんだと考えます。一斉にかかれ！ジューター！死してよ！誓った！兵士を怒れ！兵士を叫べ！兵士を叩け！進む！私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。ああ。人類の勝利より。ああ。このままじゃ俺は何も果たせず終わっちまう。ただやるべきことをやる。ただ進み続ける。それしかねえだろ。俺たちの目的はこの人類全てに消えてもらうことだったんだ。私がこの世に生まれてきてしまったからです。そうだよライナ。どうなるか君は知ることはできない。故郷だ。帰ろう。私があんたのいい人でよかったね。こんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。いつか必ずあのおじさんはきっと救い出してやるからな。裁いて欲しかったんじゃないかな。次はお前がならず者をやる番だ。じゃあな、頼んだぞ相棒。任せろ。戦士として私がかけたの。サバーさん！ここからだから。最後まで責任を果たすことだ。見ててくれよ！ライダーやるんだな。もうまたかよ！
お前が地下室に行かなくてはならないことを。戦え。バラバラにぐちゃぐちゃに細かくして食ってやる。ミカサやアルミン、みんなを救いたいならお前はこの力を支配しなくてはならない。相手が誰であろうと手こずらせ続ける。俺やお前らが来るまでな。エレンはいつもそうだろ。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。それだけじゃないよ。海だ。エレン、お願い、帰ってきて。だからまずは海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。エレン、どうして泣いてるの？